Bonjour à tous, c'est Leïla et nous voici pour l'épisode 2 sur la création de jeux vidéo à Fusion Jeunesse. Lors de l'épisode précédent, on t'a fait créer le sprite du protagoniste dans le logiciel Piskel. Tu as pu découvrir aussi comment créer des animations rudimentaires via le bandeau d'animation sur Piskel. De plus, si tu as relevé le défi de la semaine dernière, tu as aussi créé une animation de cycle de marche pour ton protagoniste. Le plus important va être de commencer cet épisode avec les exportations zip de tes animations. Tu peux ouvrir ces archives et récupérer le contenu en faisant un clic droit, puis Extract All sur Windows ou tout simplement en double-cliquant dessus sur Mac OS. Le sprite du protagoniste nous sera très utile dans Construct 3. Il est exporté frame par frame ou encore image par image, car c'est dans Construct 3 que le sprite sera ensuite réassemblé. Dans cet épisode d'aujourd'hui, tu devras initialiser un projet Construct 3 qui affichera une fenêtre de jeu. Tu apprendras ensuite à sauvegarder ce projet en fin d'épisode. Par la suite, nous ferons apparaître le protagoniste dans ta fenêtre de jeu en découvrant le type d'objet Sprite au sein du Construct 3. Tu découvriras aussi les comportements et comment les utiliser pour faire bouger le protagoniste dans le jeu ou encore créer d'autres résultats. Finalement, tu exploreras la feuille d'événements dans Construct 3 et comment saisir des informations sur le clavier ou encore la souris pour influencer le programme. Alors aujourd'hui, c'est aussi le premier épisode dans lequel nous allons utiliser Construct 3. Construct 3 est disponible à l'adresse dans la description de la vidéo, editor.construct.net. Il est fortement recommandé que tu te crées un compte gratuit pour accéder aux 40 événements de programmation. La première fois que tu accèdes à la page de l'éditeur, tu devrais configurer d'emblée les préférences de Construct 3. Pour cela, clique sur Menu en haut à gauche. Clique ensuite sur Settings ou Paramètres dans le menu défilant. Dans la fenêtre Settings, tu peux mettre Construct 3 dans la langue de ton choix, ici. Pour les démonstrations de cette série, nous utiliserons Construct 3 en français. Une autre option que tu dois activer est Periodically Backup Active Project, qui est sauvegarder le projet actif périodiquement. Nous recommandons de choisir le Default Save Location à Cloud et de laisser l'emplacement à Same Location. Cela sauvegardera automatiquement ton projet à un intervalle défini, ici. Emplacement par défaut de la sauvegarde et emplacement de la sauvegarde, emplacement identique. Ensuite, défile en bas de la fenêtre Setting et décoche l'option Translate Expression. Ici, dans Feuille d'événements, traduire les expressions. Laissez décocher pour toujours montrer les expressions en anglais. Il s'agit en effet de conserver la langue des expressions de programmation en anglais. Pour l'apprentissage, nous recommandons cela, puisque les expressions anglophones sont très utilisées dans les domaines informatiques. Par exemple, dans presque tous les langages de programmation, int permet de définir une variable intégrée, soit un nombre entier, mais en anglais. Nous recommandons donc de garder l'option décochée, et ce, peu importe la langue de ton logiciel Construct 3, car cela te permettra d'apprendre ces termes. Maintenant, tu peux fermer directement la fenêtre Settings, donc Paramètres. Il est indiqué ici qu'il va falloir relancer Construct 3 pour que les modifications prennent effet. C'est ce que nous allons faire. Nous allons actualiser la page. Une fois la page rechargée, clique sur Nouveau projet. Choisis un nom pour ton projet. Libre à toi de configurer les autres détails comme bon te semble. Par contre, on recommande de cocher l'option Optimiser pour le pixel art dans le cadre de cette série. La taille de la fenêtre de jeu définit la longueur et la largeur de la fenêtre de jeu en pixels. Elle est exprimée par un ratio, une fraction réduite. Les ratios typiques sont 16 neuvièmes et 4 tiers. Clique sur Créer et tu arriveras dans l'interface principale.
Te voilà face aux zones importantes dans l'interface de Construct 3. Par défaut, il est divisé en 4 sections, mais cela peut changer très rapidement. Les 4 sections par défaut sont la barre des propriétés ici, la zone centrale ici, la barre de projet ici et la barre des calques en bas à droite. Cette interface est complètement modulable, c'est-à-dire que tu peux la reconfigurer en glissant les différentes barres avec ta souris ou encore ton doigt si tu utilises un appareil tactile, comme ceci. Il suffit simplement de sélectionner la barre et de la glisser en direction des différents carrés bleus. À gauche de la fenêtre, tu trouveras la barre des propriétés, ici. Elle permet de voir les détails du dernier élément cliqué. Cela peut être le projet, la scène, les calques ou encore un objet. À droite, tu trouveras la barre de projet, ici, qui te permet de consulter la liste des éléments du projet. Les éléments incluent des objets, qui sont les assets, les structures de données, les différentes scènes, les feuilles d'événements, les fichiers divers, et ainsi de suite, comme on peut retrouver les sons, les musiques, les vidéos, les différents fichiers. Sous cette barre se trouve la barre des calques. Pour la scène 1, par exemple, la scène qui est présentement ouverte. Cette barre diffère de scène en scène. Il est aussi possible d'ouvrir d'autres barres qui sont fermées par défaut ou même par erreur. C'est simple, tu dois aller simplement dans Menu, ici, puis jusqu'à l'onglet Vue. Ensuite, clique sur Barre et là tu peux observer les différentes barres qui sont affichées dans ton interface de Construct 3. Finalement, la zone centrale permet d'afficher les scènes ou les feuilles d'événements. Les scènes servent à construire le jeu. Par défaut, Construct 3 génère une scène et sa feuille d'événements. Tu remarqueras que le nom de ta scène est affiché en haut. Nous verrons plus tard à quoi servent ces différents onglets. Ici, avec ta feuille d'événements, ici. L'espace de la scène que Construct 3 crée par défaut est ce vaste espace blanc et vide auquel tu fais face. C'est comme une feuille blanche sur laquelle tu n'aurais pas encore commencé à travailler. À noter que pour le moment, il faut travailler uniquement au sein de la zone en pointillé que tu peux voir qui est définie ici, car cela représente la caméra initiale. Maintenant, si tu fais un clic droit dans l'espace de la scène, une boîte va s'ouvrir. Cette dernière permet entre autres de recréer un nouvel objet directement dans la scène ouverte en sélectionnant Insérer un nouvel objet. Une fenêtre t'offrant la possibilité de choisir un type d'objet s'ouvre. Pour commencer, nous allons choisir l'objet Sprite. Pour le trouver facilement, tu peux premièrement le chercher comme ceci en faisant défiler la barre déroulante ou directement aller dans l'onglet Chercher et écrire Sprite. Une fois trouvé, donne-lui le nom de protagoniste. Tu peux l'inscrire ici. À noter qu'il faut toujours éviter de mettre un accent dans les noms, cela peut causer effectivement des erreurs lorsque le jeu est hébergé en ligne. Ton curseur sera alors transformé en petite croix et il faudra alors faire un clic gauche n'importe où dans la scène pour ouvrir l'éditeur d'animation pour le nouveau sprite. Pour l'instant, utilise le pot de peinture pour remplir le carré vide d'une couleur de ton choix. Ce bloc de couleur est temporaire. On l'appelle un placeholder. Ferme l'éditeur d'animation et ton sprite sera créé. Un placeholder, cela veut dire littéralement un espace qui est réservé. Ce bloc de couleur peut être redimensionné dans la scène en cliquant et en glissant l'un des points formant le quadrilatère. Alors ce bloc peut être redimensionné dans la scène en cliquant et en glissant un des points formant le quadrilatère.
En tenant aussi la touche majuscule de ton clavier, qui est la touche Shift, tu conserveras la proportion entre la hauteur et la longueur de ton objet sprite. Comme il s'agit de la première copie de ce type de sprite, elle a l'identifiant d'instance 0. Chaque future copie aura la même taille et toutes les autres propriétés de cette instance 0 de chaque objet. L'instance 0 est la plus vieille copie de l'objet. Il est recommandé de placer toutes les instances 0 sur une scène qui ne sera jamais lue par Construct 3 et accédée par le joueur et sert plutôt de répertoire d'objets. Si tu ajustes la taille dans la scène, tu peux voir les valeurs associées changer dans la barre des propriétés. Rapetisse le bloc pour qu'il occupe la place que tu veux et que le personnage prenne dans la fenêtre. Les propriétés sont donc les reflets numériques de divers aspects du programme. Chaque objet dans Construct 3, que ce soit un sprite ou un autre type d'objet, peut avoir différents comportements qui vont apparaître une fois ajoutés dans ses propriétés ici. Ces derniers sont partiellement programmés pour fonctionner out of the box, c'est-à-dire avec peu ou pas de modifications de la part du créateur, par-delà l'implémentation initiale. Tu trouveras la section comportement de l'objet dans la barre des propriétés une fois l'objet cliqué, ici. Pour ouvrir l'interface des comportements, clique sur l'hyperlien comportement à droite de l'inscription, ajouter, éditer et cela ouvrira les comportements de l'objet sprite protagoniste. C'est pareil pour tous les objets dans Construct, alors souviens-toi de l'emplacement de cet hyperlien très important. C'est dans la fenêtre qui s'ouvrira que les comportements de l'objet apparaîtront. Mais pour le moment, l'objet est sans comportement. Cette fenêtre est donc presque vide, sauf pour l'hyperlien « Ajouter un nouveau comportement ». Clique sur ce dernier pour ouvrir la fenêtre d'ajout de comportement. Dans cette fenêtre, tu peux ajouter un comportement de ton choix à l'objet associé. Il y a divers comportements possibles pour faire bouger ton sprite. Cela dépend du type de jeu que tu souhaites créer. Lorsque tu décides du type de mouvement, tu dois réfléchir au jeu dans son ensemble pour t'assurer que le type de mouvement choisi est approprié avec certains des aspects du jeu. Dans ton jeu, la perspective peut être la même dans toutes les parties ou changer en fonction des scènes ou d'événements. Il est possible d'adopter les deux grandes perspectives dont l'usage est déjà très populaire dans Construct 3. La vue de côté, qui est utilisée dans des jeux tels que Celeste, Rayman Origins, Super Cat Tales 2, etc. Ou encore la vue de haut, avec des jeux tels que Zelda A Link to the Past, Hyper Light Drifter, Undertale, etc. Mais avec créativité, tu peux même inventer une nouvelle perspective, comme par exemple créer un jeu au point and click. Nous allons maintenant te montrer comment créer les types de mouvements qui suivent. Plateforme classique, 4 ou 8 directions, véhicule et en bonus, nous verrons le glisser et déposer. Par la suite, à toi de t'assurer que le type de mouvement et la perspective trouvent cohérence à ton jeu. Avant de débuter avec nos exemples, sache que tu peux tester le résultat de ces comportements en appuyant sur le petit triangle aperçu en haut des onglets, juste ici. Pour plateforme classique, le type de mouvement que l'on retrouve dans la série classique Mario ajoute les comportements plateforme sur ton sprite. Pour cela, on retourne dans notre fenêtre de propriété, on clique sur l'hyperlien comportement et on fait ajouter un nouveau comportement. Ici, on peut sélectionner soit la plateforme directement dans les différents exemples ou la chercher dans la barre de recherche. Et on clique sur ajouter. Si tu cliques sur aperçu, tu verras que ton personnage va tomber hors de la scène. Normal car le comportement plateforme obéit à la gravité. Fais clic droit dans l'espace de la scène et insère un nouvel objet.
Reproduis les étapes et crée un sprite placeholder que tu peux aussi appeler bloc ou encore solide et donne-lui une couleur. Dans les propriétés de ce sprite, ajoute le comportement solide. Donne-lui la forme de ton choix au sprite. L'important, c'est que le sprite du protagoniste se trouve juste au-dessus. Maintenant, si tu testes le projet en appuyant sur l'onglet Aperçu, tu verras que ton protagoniste atterrit sur le sprite avec le comportement de solide. Ainsi, on voit que solide interagit avec plateforme. Les deux comportements interagissent entre eux. Dans les propriétés du sprite protagoniste, il y aura désormais une section pour configurer le comportement que tu viens d'ajouter. Ici. Tu pourras ajuster diverses valeurs. Certaines communes à plusieurs comportements, comme la vitesse, l'accélération et la décélération, et d'autres spécifiques telles que la force du saut. Pour 8 directions, retire le comportement plateforme et rajoute le comportement 8 directions sur ton sprite protagoniste. Par la suite, dans la barre des propriétés, tu pourras configurer la propriété direction. Par exemple, change la valeur de direction du comportement 8 directions pour la valeur 4 directions dans les propriétés du sprite. Cela désactivera les diagonales. Comme tout à l'heure, tu peux jouer avec les valeurs des champs. Si tu testes ce comportement sans désactiver la propriété définir l'angle, ton objet tourbillonnera lorsque tu feras des mouvements. Ce n'est pas toujours l'effet recherché. Peut-être que tu voudras que ton protagoniste se déplace comme un navire ou encore une automobile, c'est-à-dire en pilotant du nez. Pour cela, il faut plutôt ajouter le comportement voiture au sprite. Peu importe le type de mouvement que tu choisis, en cliquant sur un objet, tu peux afficher ses propriétés dans la barre à gauche. L'important, c'est que tu prennes le temps de réfléchir à la perspective de ton jeu et que le choix de mouvement reflète cela. Il y a plusieurs façons amusantes de déplacer le personnage qui n'ont pas été présentées. Ajoute le comportement glisse et déposer sur ton sprite par exemple et tu pourras la déplacer avec la souris ou ton doigt sur une interface tactile. C'est aussi simple que ça. Maintenant que ton image bouge, c'est important de déterminer si le type de mouvement est cohérent avec l'illustration du sprite. L'image de n'importe quel objet, comme par exemple de ton sprite protagoniste, peut être modifiée à n'importe quel moment ou en double-cliquant sur ce dernier. Tu rouvriras alors l'éditeur d'animation du sprite qu'on a vu initialement. Commençons par remplacer notre image placeholder par l'image dessinée dans l'épisode précédent. Pour ce faire, repère le bandeau Animation 1 Frame 1, ici, en bas de l'éditeur d'animation du sprite. Fais un clic droit dans ce panneau et choisis Importer des frames. Puis, depuis un fichier, dans le menu Déroulant. Commençons par remplacer notre image placeholder par l'image dessinée dans l'épisode précédent. Pour ce faire, repère le bandeau Animation 1 Frame
1 en bas de l'éditeur d'animation du sprite. Fais un clic droit dans ce panneau et choisis Importer des frames depuis une bande de fichiers dans le menu défilant. Dans ton ordinateur, sélectionne les frames qui forment l'animation Idle et appuie sur Ouvrir. Tu pourras alors remplacer le placeholder par les images. Les frames ajoutés seront affichés dans le bandeau en bas de l'éditeur, juste ici. Dans les propriétés de l'animation, renomme l'animation par quelque chose de plus significatif, change la vitesse si tu le souhaites et boucle l'animation. Tu peux renommer l'animation en faisant simplement un clic droit sur l'animation et en cliquant sur Renommer. Tu peux changer la vitesse ici et la boucler si tu le souhaites. Ferme maintenant l'éditeur d'animation et la nouvelle animation remplacera le placeholder automatiquement. Comme on l'a dit dans l'autre épisode, le sprite aura sa perspective dessinée. Une fois le placeholder remplacé par la nouvelle image, vérifie si cela semble cohérent en faisant un aperçu du projet. Bien entendu, tu peux changer les comportements ou l'illustration pour mieux les agencer l'un à l'autre si tu ne les trouves pas cohérents. Pour l'animation de marche, si tu en as créé une, tu dois ajouter une nouvelle animation au sprite protagoniste. Pour cela, dans l'éditeur d'animation du protagoniste, fais un clic droit dans la section Animation. Sélectionne Ajouter une animation. Refais le même procédé avec les frames de ta seconde animation. Tu peux ainsi renommer ton animation Marcher, aller dans la fenêtre des frames de ton animation, faire un clic droit, cliquer sur Importer des frames depuis une bande de fichiers, les sélectionner sur ton ordinateur et les ouvrir. Maintenant que nous avons importé nos animations marcher, c'est-à-dire l'animation pour que le protagoniste soit en mouvement dans le jeu, et l'animation idle, donc l'animation où le protagoniste sera immobile. Une fois que nous les avons importés dans notre éditeur d'animation, il est temps de les programmer dans Construct 3. Une feuille d'événement est créée et est ouverte par défaut au premier démarrage du projet. Il faudra y accéder pour configurer l'animation de marche afin que celle-ci s'affiche lorsqu'on bouge et que l'animation immobile s'affiche lorsque l'on ne bouge pas. Tu peux y accéder via l'onglet situé en haut de la page ici ou encore dans la barre de projet ici. Si tu fermes la feuille d'événement, utilise la barre de projet pour la rouvrir. Pour configurer l'animation, il faut donc te rendre dans la feuille d'événement. Les événements sont limités à 40 événements dans cette série. Il te faudra donc être créatif autour de cette limitation pour créer ton jeu vidéo. Les événements fonctionnent selon la logique de causalité que l'on retrouve absolument partout. C'est-à-dire qu'il y a une condition, qui est une cause, et qui entraîne une action, soit une conséquence. Un objet peut être associé au déclenchement d'une condition, mais aussi le système de façon plus générale. Effectivement, le système, c'est tout ce que Construct 3 contrôle par défaut, par exemple les coordonnées x et y du plan cartésien. Il faudra premièrement rajouter un premier événement pour le protagoniste. Cet événement est un test logique, lorsque le protagoniste est en mouvement. Pour cela, clique sur Ajouter un événement, sélectionne le protagoniste et descend dans son comportement. Ici, nous avons le comportement plateforme qui lui est attribué. Nous allons de ce fait sélectionner Est en mouvement. Appuie sur le raccourci X pour ajouter une condition sinon.
Cela correspond à dire si le joueur est en mouvement, fais A, sinon fais B. Clique sur la ligne d'événement et appuie sur X. La prochaine étape est d'ajouter une action aux deux conditions. L'action que nous allons ajouter est définir l'animation sur le sprite du protagoniste. Effectivement, nous allons cliquer sur Ajouter une action, sélectionner le protagoniste et sélectionner Définir l'animation. Nous allons ainsi écrire le nom de l'animation entre les guillemets qui correspond au mouvement du protagoniste voulu. Par exemple, j'ai sélectionné l'action correspondant au protagoniste lorsqu'il est en mouvement. Je vais donc sélectionner l'animation marcher. Je vais faire la même chose avec la condition sinon. Sinon ici se réfère au protagoniste lorsque celui-ci est immobile. Je vais donc choisir l'animation idle. Teste le projet à nouveau et maintenant tu remarqueras que l'animation change en fonction du mouvement du sprite. Effectivement, lorsque mon protagoniste est immobile, on ne voit pas sa main. Et lorsqu'il est en mouvement, on voit sa main qui effectue un mouvement de tir. Pour te donner un second exemple d'événement, nous allons créer une série de conditions et d'actions qui nous permettra de déplacer notre sprite protagoniste, et ce en ayant désactivé la propriété contrôle par défaut. Dans les propriétés de ton sprite, tu remarqueras le champ à cocher contrôler par défaut. Si tu décoches cela, tu ne pourras plus contrôler ton protagoniste. Ici, contrôle par défaut. Pour pouvoir contrôler ton joueur avec des contrôles différents, tu dois ajouter un nouveau mode de saisie. Décoche ainsi le contrôle par défaut. Un mode de saisie, qu'est-ce que c'est? C'est une façon pour le joueur de donner les directives à l'ordinateur. Par exemple, en utilisant soit le clavier, ou encore la souris, ou encore tout autre mode de saisie. Pour ajouter un mode de saisie, il faut procéder de la même façon que pour ajouter un autre objet, par exemple tel qu'un sprite. Fais donc un clic droit, ajoute insérer un nouvel objet et sélectionne le clavier. Comme tu peux le voir, ton objet clavier sera disponible pour l'intégralité de ton projet. Maintenant, pour configurer le mode de saisie, donc le clavier, il faut te rendre dans la feuille d'événements. C'est simple, il faut d'abord ajouter une condition et choisir à quel objet cette condition sera associée. Pour aujourd'hui, choisis la condition « La touche est enfoncée » pour le clavier. Ensuite, sélectionne une touche de ton choix. Donc, tu peux cliquer sur « Ajouter un nouvel événement », sélectionne le clavier et sélectionne la condition lorsque la touche est enfoncée. Là, tu peux, à travers cette fenêtre de choix, sélectionner la touche que tu le veux. Nous allons sélectionner la touche de gauche. L'action pour ton protagoniste se retrouvera dans la section correspondant au comportement que vous aurez placé sur le sprite pour créer son type de mouvement. Par exemple, cela aurait pu être plateforme, 8 directions, etc. Nous avons choisi plateforme. L'action que nous recherchons est appelée simuler le contrôle et elle te permettra de reproduire l'un des contrôles possibles. Les contrôles possibles dépendent du comportement de mouvement choisi. Il est possible par exemple de configurer les touches WASD pour qu'elles fonctionnent comme les flèches du clavier. On voit souvent cela pour que les contrôles soient adaptés au gaucher ou au droitier. Il suffit ainsi juste de rajouter une action, de sélectionner le protagoniste, d'aller dans sa condition liée à son comportement plateforme et de sélectionner simuler le contrôle. Maintenant que nous avons réussi à coder les animations de notre protagoniste et que nous avons choisi un nouveau mode de saisie
pour contrôler notre protagoniste, nous allons voir comment configurer la touche P pour que le jeu puisse être mis en pause lorsque celle-ci est appuyée. Pour cela, rajoute la condition pour le clavier lors de la pression de la touche et choisis la touche P. Nous allons aussi rajouter une première variable au programme. Fais un clic droit dans l'espace vide de la feuille d'événement, puis ajouter une variable globale. Une variable, c'est comme un mot-clé qu'on donne à une valeur. Par exemple, on peut appeler le nombre 18 patates si on le souhaite. Il n'y a presque pas de règle à ce niveau, mais cela doit être cohérent. Cela doit effectivement faire du sens. Les trois types de variables dans Construct 3 sont les nombres, les chaînes de caractères et les booléans. Aujourd'hui, tu dois simplement ajouter un booléan global. Un booléan, c'est une variable qui est vraie ou qui est fausse. La variable de booléan, c'est donc un mot-clé qui réfère soit à vrai, soit à faux. Il peut y avoir de multiples booléans dans le programme qui sont utilisés de diverses façons. Aujourd'hui, nous n'en utiliserons qu'un seul. Dans les événements, il faut rajouter une nouvelle condition. L'événement est un test logique du booléan. On veut donc savoir si le jeu est déjà ou non sur pause. Rajoute la condition « Le booléan est défini » et choisis la variable du booléan global. Il faudra ensuite rajouter l'action « Définir l'échelle de temps » et choisir 0. Avec la touche raccourci X que l'on a pu voir tout à l'heure, tu peux maintenant créer une condition « Sinon ». Il faudra ensuite rajouter l'action « Définir l'échelle de temps » et choisir 1. Ainsi, tu peux directement cliquer sur Aperçu et voir si notre variable booléenne fonctionne pour mettre le jeu en pause. Si j'appuie sur pause, effectivement, je ne peux plus bouger. Avant de finir, sauvegarde ton projet en cliquant sur Projet, puis Sauver. Pour la prochaine vidéo, configure toutes les actions du personnage avec cette technique si tu le souhaites. De plus, tu peux explorer davantage la liste des conditions et des actions afin de découvrir d'autres possibilités ou encore créer plus d'animations. Dans le prochain épisode, on parlera de plusieurs nouveaux comportements qui pourront servir à créer notre jeu. On va créer des éléments de niveau avant de se lancer dans le level design du jeu. Finalement, à travers des exemples de programmation, on apprendra à créer la caméra et des transitions de scène à scène et un loop de gameplay. À la semaine prochaine!